Merci à toutes et à tous d'être venus répondant à l'invitation de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime pour cette matinée d'information et d'échange, notamment sur les politiques que la Fédération mène déjà depuis de nombreuses années en ce qui concerne notamment les zones humides. Nous avons aujourd'hui la chance et l'honneur d'accueillir des personnalités. Monsieur le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique et solidaire, Olivier Thibault. Merci Olivier. Monsieur le directeur général de l'Office français de la biodiversité, Pierre Dubreuil. Merci Pierre d'être avec nous. Madame la directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Madame Patricia Blanc. Nous ne nous connaissons pas assez pour que je l'appelle par votre prénom. Je vous remercie chaleureusement d'avoir fait le déplacement à Paris afin que nous puissions vous faire découvrir l'ensemble de nos actions. Et c'est pour nous aussi, en tant que fédération, l'occasion de montrer que notre agrément au titre de la protection de la nature n'est pas un titre usurpé. Merci. Alors, dès 2006 et 2007, on a signé une convention avec le conseil départemental de la Seine-Maritime. Et le conseil départemental a accepté de nous soutenir financièrement dans le cadre du programme Agrifood. En 2008, nous avons signé la première convention d'animation avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc, nous avons associé notre savoir-faire de techniciens, de fédérations, pour l'aménagement des territoires en faveur de la faune sauvage. Nous avons associé ce savoir-faire à une autre expertise pour limiter autant que faire se peut les problématiques d'érosion des sols et de ruissellement des eaux. En 2011, donc, nous avons signé une convention d'animation avec l'Agence de l'eau pour la préservation des zones humides et la protection de la ressource en eau. Et effectivement, c'est le site de la vallée de la Durdan qui a été le site d'expérimentation, comme il va l'être aujourd'hui, sur la partie obligation réelle environnementale. Et c'est en 2015 que finalement nous avons créé notre pôle réseau, qui donc comprend deux antennes, une partie qui concerne la thématique agricole, l'érosion, le ruissellement et la faune sauvage, et une autre partie de ce pôle qui gère, lui, essentiellement la partie zone humide. En 2016, nous avons mis en place un premier partenariat avec le conseil régional pour travailler sur la thématique de la trame verte et bleue sur le littoral cauchois. Donc vous voyez beaucoup de chemin parcouru depuis 2006, et on espère encore pouvoir apporter notre expertise sur ce domaine des obligations réelles environnementales pour valoriser les actions de notre pôle. Alors, les activités de la cellule érosion-ruissellement sont tout d'abord, pour rappeler la genèse, nées des séries problématiques de préservation de la ressource en eau qui ont sévi dans notre département au début des années 2000. Techniquement, il s'agit donc de lutter contre l'érosion des sols agricoles en mettant en place des aménagements d'hydraulique douce et accompagner l'évolution des pratiques agricoles. Parallèlement, il faut savoir qu'à cette époque, une dynamique d'aménagement des territoires agricoles était en cours, chez les chasseurs de petits gibiers notamment, pour travailler sur l'habitat et la faune sauvage. La corrélation est donc parue évidente. Aménager en faveur de la biodiversité, tout en luttant contre les phénomènes d'érosion-ruissellement. Ainsi, dès la signature de la première convention avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, une dynamique projet s'est mise en place afin de structurer l'appui aux agriculteurs, aux groupements d'intérêt synergétique et apporter un service auprès des collectivités et notamment les syndicats de bassin versant. Cette dynamique a permis, entre 2007 et 2017, de diagnostiquer pas moins de 300 exploitations d'un point de vue des problématiques érosion-ruissellement, taille des parcellaires et prise en compte de la biodiversité. Ceci représente plus de 34 000 hectares à l'échelle du département. S'en sont suivis 2300 propositions d'aménagement d'hydraulique douce, alliant les enjeux de lutte contre les inondations, mais aussi préservation de la faune sauvage. C'est un grand plaisir pour notre association de vous accueillir aujourd'hui dans cette vallée du Pays de Caux, la vallée de la Durdan. Notre vallée est une halte appréciée des migrateurs, qu'ils soient chassables ou non. L'ensemble des inventaires a montré un excellent état de conservation des biotopes, fait essentiellement de prairies humides pâturées,
de plans d'eau sur lesquels se pratique la chasse depuis des lustres. Malgré l'excellente qualité environnementale de cet espace constitué d'une mosaïque de biotopes, des travaux d'amélioration de cet espace ont été entrepris. La Fédération des chasseurs a d'ailleurs étendu depuis ce programme à l'ensemble du département. Il faut rappeler que ce sont les agriculteurs, éleveurs de bovins et les chasseurs qui sont les acteurs de cet entretien bénéfique pour la biodiversité. Aujourd'hui, on a deux missions principales. Une mission d'animation, animation pure, et une mission scientifique et technique sur laquelle va revenir Margot par la suite. En ce qui concerne ces deux actions-là, la finalité, c'est véritablement de faire émerger des projets de travaux, d'entretien, de gestion des mares et des zones humides. On accompagne continuellement les gens dans la réalisation de leurs projets, dans l'identification des problématiques de territoire jusqu'à l'établissement des programmes de travaux en concertation et puis la mise en œuvre de ces projets de travaux-là. Donc la construction des projets, l'obtention des autorisations réglementaires et quand les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage PD, eh bien on accompagne, on suit les chantiers. En ce qui concerne la mission scientifique et technique, les objectifs sont avant tout de déterminer l'état de conservation des zones humides, de justifier l'état de conservation de la biodiversité et de déterminer les préconisations de gestion. Sur le terrain, on s'attache à décrire les végétations qui sont en place, réaliser des inventaires sur les amphibiens et les odonates, qui au-delà d'être de bons indicateurs de la qualité des milieux aquatiques, peuvent nous apporter des informations concernant les possibles déplacements entre deux mares par exemple. Un suivi de l'avifaune peut également venir compléter ce diagnostic initial. Pour les travaux découlant des activités du pôle, un suivi écologique post-travaux a également été instauré. Aujourd'hui, on a une centaine, un petit peu plus de 100 propriétaires qui nous ont donné un avis favorable par rapport à notre démarche. Ça représente 950 hectares dans le département que nous avons en gestion. Et on a 7 plans de gestion qui ont été établis et bientôt 8. On a aujourd'hui une vingtaine de mares qui ont été réhabilitées. Alors, quand je parle de réhabilitation, c'est avant tout de la restauration de berges, restauration de micro-habitats. Mais on agit également sur tout ce qui est gestion des surfaces prairiales et on encourage le pâturage, le pastoralisme et en particulier le pâturage extensif. On a fait un partenariat avec la Fédération de chasse et l'association locale pour préserver leurs actions qui avaient une meilleure antériorité que notre prise de compétences. Depuis, la convention a été renouvelée en décembre 2019, laissant l'association poursuivre ses avancées et qui nous sert nous aussi de recul d'expérience pour le reste des zones humides de notre territoire. Donc là, on est vraiment sur un secteur qui a beaucoup d'avance, mais qui est la basse vallée de l'Albert, alors qu'il y a beaucoup de missions et de travail à faire sur les zones humides en amont. Et donc régulièrement, on est associé par le pôle réseau pour des réunions de terrain, pour des concertations, et on remercie la Fédération de chasse de porter l'étude juridique sur les ORE, en sachant qu'on a beaucoup de propriétaires qui sont attachés à leur propriété et qui sont prêts à officialiser les concessions qu'ils font pour l'environnement et qui étaient déjà des missions historiques. Et donc pour nous, ça va nous servir aussi dans les autres missions qu'on développe sur le territoire. Je voulais justement rappeler, tout d'abord pour resituer la position bienveillante du Conservatoire littoral sur ces projets, les objectifs de l'intervention foncière en matière de préservation de la nature. Ils reposent sur trois éléments essentiels. Le premier, qui est que quand on est propriétaire, on a la possibilité de faire ce que connaissent tous les propriétaires, mais on n'a pas la possibilité d'obliger un propriétaire de dépenser de l'argent ou d'ouvrir son terrain public s'il ne le souhaite pas. Donc la première motivation de l'action de l'intervention foncière, qui n'est pas portée que par le Conservatoire du littoral, mais aussi par les départements ou d'autres opérateurs, c'est celle-là. La deuxième, et vous conviendrez, M. Bénard, qu'elle est importante, c'est que le propriétaire a une légitimité. C'est une légitimité qui est encore assez partagée en France. Ça fait partie des points importants qui font consensus. Le dernier point qui est aussi important, c'est que
l'intervention foncière du Conservatoire du littoral, elle est pérenne, elle est même irréversible, puisque les terrains du Conservatoire du littoral deviennent inaliénables. Sur la base de cet accord, effectivement, le Conservatoire du littoral considère que, à partir du moment où des propriétaires de terrains prennent en charge une bonne partie des enjeux de préservation de la biodiversité, on a finalement qu'à constater que vous faites le travail collectif et vous prenez votre part, et donc ça nous dispense de, effectivement, en cas de vente, de prendre-té, puisqu'on a une garantie que l'ORE sera reporté sur les propriétés suivantes. Alors pourquoi est-ce que l'Agence de l'eau est intervenue en partenariat avec la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime depuis plus de 10 ans maintenant? C'est parce que notre rôle, vous le savez, à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Seine, donc depuis les sources en Bourgogne jusqu'au littoral normand ici, c'est d'accompagner des projets qui permettent de rétablir, de bien faire fonctionner le cycle de l'eau et pour préparer l'avenir et s'assurer qu'on aura suffisamment d'eau et de suffisamment bonne qualité dans l'avenir pour l'ensemble des usages qui en auront besoin et malgré le changement climatique. Donc c'est une feuille de route extrêmement ambitieuse. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux zones humides? C'est parce que les zones humides, elles participent très activement au cycle de l'eau. Vous savez tous, elles stockent l'eau en excès quand il y a de l'eau en excès, et elles sont en mesure de relâcher quand on manque d'eau. Et on voit bien que ces vertus du cycle de l'eau seront de plus en plus nécessaires dans les années qui viennent avec les dérèglements climatiques. C'est vraiment avec la Fédération de chasse de Seine-Maritime qu'on a pu aller le plus loin sur cette alliance gagnant-gagnant entre, d'un côté, la nécessité de rétablir le cycle de l'eau, et de l'autre côté, les attentes des acteurs locaux en termes de corridors écologiques, en termes de corridors pour la faune sauvage et en termes de restauration des paysages. Et je trouve que les résultats sont au rendez-vous sur toute cette animation sur les zones humides qui nous a été présentée par l'ensemble de la cellule, et c'est important de partager des résultats. Voilà. 10 ans après le début du projet, je pense qu'on peut dire que les résultats sont vraiment là. Et quand il y a une mobilisation des animations locales, du porte-à-porte, de l'accompagnement de projets, pas seulement pour les faire émerger, mais pour s'assurer qu'ils sont réalisés et qu'ensuite ils fonctionnent, les résultats sont vraiment là. C'est de l'investissement de plusieurs années, mais ça marche. En tout cas, moi, je voudrais vraiment féliciter la Fédération des chasseurs et ses équipes techniques pour ce résultat sur la restauration des zones humides sur l'ensemble du territoire du département. Au-delà, puisque avec la Fédération régionale de chasseurs, on travaille sur l'ensemble de la région Normandie. Alors, les fameuses obligations réelles environnementales, qui sont un terme un peu ardu, voire absconce, il faut bien l'avouer, mais derrière, c'est un outil très prometteur qui va nous être présenté, qui doit permettre de protéger des terrains, de leur conserver leur caractère naturel, sans que la puissance publique ait besoin de les acheter. Jusqu'à présent, on utilisait pas mal l'acquisition de terrains pour protéger des terrains. Le Conservatoire du littoral va en parler tout à l'heure. Ce nouvel outil, il doit permettre de protéger ces terrains sans changer leur propriété. Et c'est ça qui, pour nous, est très intéressant dans cet outil et la concertation locale autour du projet qu'il y a sur le terrain et sur le territoire. On sera évidemment à vos côtés en bonne coordination avec l'Office français de la biodiversité, qui est vraiment le lieu où on peut faire encore plus pour accompagner ces projets multifonctionnels qui servent à la fois au cycle de l'eau, à la biodiversité, à la protection de la faune sauvage. Et nous resterons vraiment à vos côtés avec nos équipes de l'Agence de l'eau. Merci à tous. Ce projet d'ORE me paraît être essentiel pour le maintien d'un certain nombre de territoires, parce que, pour une fois, ce n'est pas l'État qui va mettre la main sur l'ensemble du système. Là, on a une relation entre un opérateur et des propriétaires. Et là, on a quelque chose de vraiment intéressant pour l'ensemble de la nature, et en particulier pour la protection de milieux qui n'ont pas beaucoup de valeur, peut-être pour certains agriculteurs ou pour certains propriétaires ruraux, mais qui sont essentiels pour la préservation du climat, les zones humides. C'est un contrat donc conclu entre un propriétaire d'un bien immobilier et une collectivité publique, puisque les collectivités publiques peuvent y participer, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Comme il s'agit d'une obligation réelle,
Réel, c'est issu du latin, la chose, res, la chose, donc une obligation qui porte sur une chose et non pas qui s'attache à une personne. Ce qui veut dire que si le propriétaire vend son bien et que l'ORE est toujours en cours sur son bien, eh bien le nouveau propriétaire va être obligé d'appliquer les règles qui ont été fixées initialement. Donc il y a en fait un lien entre l'obligation et le territoire sur lequel il s'applique. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité parce que d'abord j'ai appris beaucoup de choses ce matin et en vous écoutant, je me disais qu'évidemment cet établissement public, l'Office français de la biodiversité qui vient d'être créé, je salue d'ailleurs la présence du directeur régional François Denis qui est avec nous, finalement sa place est ici. Parce que les projets dans le cadre du pôle réseau que vous avez présenté ce matin illustrent ce pourquoi l'OFB a été créé. C'est-à-dire le rassemblement autour de projets territoriaux des différents acteurs qui œuvrent au service de notre bien commun, dont chacun sait, pas ici en Pays de Caux semble-t-il, mais que l'érosion de la biodiversité s'accélère, des rapports scientifiques, celui de l'IPBES que chacun a en tête, et qui notamment évoque les zones humides et la disparition des zones humides depuis quelques décennies de manière accélérée. Donc l'état de la biodiversité, sa dégradation accélérée rend absolument nécessaire une prise de conscience et surtout le rassemblement des acteurs au service de projets dans les territoires pour protéger cette biodiversité. Notre rôle peut se résumer en un verbe: rassembler. Rassembler les acteurs. C'est pas facile, pas toujours facile. Ici, ça a l'air d'être, pas dire facile, mais en tout cas exemplaire. Ce que vous avez fait avec l'Agence de l'eau, c'est Normandie, dirigée par Patricia, qui est aussi, je la remercie d'être ici, évidemment, parce que ce qu'elle a dit m'intéressait, mais au-delà de ça, Patricia a un rôle important dans l'Office français de la biodiversité, puisqu'elle est présidente de la commission des interventions, qui est une commission absolument importante, qui permet de sélectionner des projets qui permettent ensuite de protéger, valoriser la biodiversité et qui rassemble précisément les acteurs au service de cette biodiversité. Donc ce que vous avez fait, Agence de l'eau Seine-Normandie, qui, je le soulignais aussi, évidemment a un rôle sur le cycle de l'eau et sur tout ce que a dit Patricia, c'est normal, c'est ses missions, mais aussi sur la biodiversité, parce que c'est eau et biodiversité. Et dans le 11e programme, je salue, à travers la présence de Patricia Blanc, mais aussi du rôle de toutes les agences de l'eau, leur action en faveur de la biodiversité, au-delà même de la question de l'eau, parce que la question de l'eau et de la biodiversité, comme tu l'as dit Patricia, c'est évidemment très lié, notamment le cycle de l'eau et le rôle des zones humides. C'est l'illustration même de ce qu'il faut faire et ce qui devrait se faire partout. C'est-à-dire que le monde de l'eau et le monde de la chasse, qui ne sont pas des mondes qui, a priori, ont vocation à se fréquenter tous les jours, travaillent ensemble au bénéfice d'un patrimoine naturel menacé que sont les zones humides dans des territoires comme les vôtres. Vraiment, je vous le dis, pour moi, c'est des cas d'école qu'il faut multiplier et qu'il faut présenter comme étant des exemples. Ce qui est dommage, c'est qu'on ait besoin de convaincre que la chasse et la biodiversité sont partie liée. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ici, parce que je sais qu'il y a un public acquis à la cause. On ne coupe pas la branche sur laquelle on est assise, normalement. Et les chasseurs sont des jardiniers de la biodiversité. Ce sont même des connaisseurs. Et depuis maintenant un certain nombre de mois, je mesure à quel point les chasseurs connaissent la biodiversité. Et donc, il faut comprendre cette réalité, mais aussi la faire comprendre à d'autres acteurs qui peut-être n'ont pas cette idée que les chasseurs ont autant de connaissances et d'intérêt à la protéger, cette biodiversité. C'est à travers les acteurs et les projets dans les territoires qu'on peut inverser la courbe de la dégradation et des pressions qui pèsent sur la biodiversité. Voilà. Et donc on n'a pas forcément besoin de l'État pour faire ça, on a forcément besoin de l'État pour animer finalement ce rassemblement des acteurs qui eux-mêmes normalement savent ce qu'ils ont à faire. C'est votre cas ici et j'en suis vraiment ravi.
La biodiversité, c'est un vrai sujet. C'est un sujet dont on commence à parler, dont on commence à prendre conscience de l'importance du fait qu'il faut arrêter de jouer avec un système qui est fini. Il est évident que vous avez façonné le territoire dans lequel on est, que vous l'entretenez, que la biodiversité qu'on a entre nous vient notamment de votre action de tous les jours, et que ça, il faut encore le rappeler, mais ça fait partie et il faut en être fier. Voilà. Ces obligations réelles environnementales, c'est aussi un moyen de valoriser des mesures compensatoires, de valoriser le fait que quand on a des projets qu'on va artificialiser, ou que ce soit des routes, des lotissements, ce qu'on veut, qui vont avoir un impact sur l'environnement et qu'on ne peut pas, via les mesures de réduction, d'évitement, totalement les empêcher, il y a des moyens de le valoriser dans le temps, et les ORE, le truc important c'est dans le temps, hein. C'est pas juste se faire plaisir pendant 3 ans, et puis 3 ans après on recommence pareil, hein, au fur et à mesure, c'est donc dans le temps, une mesure pérenne, et on donne du sens à l'argent qu'on va mettre dedans, et on donne du sens, on donne une raison d'être aussi aux aménageurs qui se construisent à la fois une bonne conscience, peuvent faire leurs projets, mais aussi agissent pour le futur. Et ça c'est vraiment important, et de ce point de vue-là, les ORE, c'est un bon système, et c'est un système qu'il faut creuser. Il ne faut pas opposer acquisition, ORE, c'est des choses complémentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une boîte à outils qui va permettre à chaque territoire de prendre les leviers qui l'intéressent au moment où ça arrive, parce qu'on n'est pas toujours prêt à une action. 10 ans après, on peut l'être, donc il faut utiliser cette boîte à outils, et là, on la complète, et c'est, je trouve, de très beaux exemples. C'est certainement pas à l'État de vous dire comment faire pour y arriver. C'est certainement pas à l'État de vous dire comment vous devez organiser, entretenir, construire votre territoire. Et donc, une fois qu'on a cette vision, une fois qu'on a ce cadre, ces règles du jeu, par la réglementation, par des outils incitatifs, fiscaux, il y en a plusieurs, après c'est à vous de vous prendre par la main, c'est à vous de construire les exemples. Et si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de se nourrir d'exemples réussis, mais aussi quand ils ne sont pas réussis, parce qu'on apprend autant quand on a raté quelque chose que quand on l'a réussi, pour après nourrir l'action qu'on va avoir, nourrir les évolutions, faire un peu de benchmarking, le partager avec d'autres. C'est comme ça que chacun à son petit niveau, chacun au niveau local, fait vivre le système global. Et donc, merci encore, merci de m'avoir présenté tous ces beaux exemples, et surtout, lâchez rien, continuez, soyez fiers de ce que vous faites, tous ensemble, avec tous les acteurs, c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci. Alors, les chasseurs, agriculteurs, propriétaires, gestionnaires de territoires constituent, vous l'avez vu, un socle incontournable de la préservation de la biodiversité dans notre pays. Nous pouvons nous appuyer sur ces réseaux d'acteurs en nous appuyant bien sûr sur notre pôle réseau afin de promouvoir ces actions en faveur de la nature. Vous savez, vous êtes ici en Normandie, dans le Pays de Caux, et dans le Pays de Caux, il y a un dicton qui dit qu'il y a les faiseux et qu'il y a les diseux. Alors les diseux, vous savez ce que c'est ceux qui vont vous réunir à 200 dans une salle et vous expliquer comment faire. Et puis les faiseux, c'est nous, on vous a montré ce qu'on a fait depuis 10 ans. Voilà. Les actions de notre pôle démontrent bien sûr, s'il en a été besoin, que nous sommes efficaces, grâce à nos financeurs surtout et à nos partenariats. Nous avons pu, au fil des années, développer nos compétences, notre expertise au service des habitats de la faune sauvage et de la société civile, puisque notre travail participe également à la protection de la ressource en eau et la lutte contre l'érosion et le ruissellement. Nous jouons donc pleinement notre rôle d'association agréée au titre de la protection de l'environnement. La pratique synégétique constitue un levier très puissant pour entretenir et aménager le territoire sans que cela coûte aux contribuables. Les ORE deviennent dans ces conditions un très bon outil pour garantir que les territoires soient préservés dans la durée. Le Conservatoire du littoral l'a bien compris, puisque moyennant cette garantie, il est prêt à ne plus préempter, notamment lorsque les obligations sont respectées. Tout le monde dans cette affaire est donc gagnant. La loi Chasse a prévu un dispositif qui s'appelle l'éco-contribution. Pierre, tu en as parlé tout à l'heure, pour nous aider à financer ces actions en faveur de la biodiversité. Cette réunion avait donc en partie pour objectif de faire un état de la situation afin de réfléchir à la solution la plus adaptée pour répondre aux enjeux de demain.
Nos actions, nos partenariats et même nos financements sont très divers pour notre fédération départementale. Nous souhaitons bien sûr les pérenniser dans le temps et à quelques mois de la révision de notre schéma départemental de gestion synergétique, il s'agira de trouver le bon équilibre. À l'échelon régional, la Fédération régionale des chasseurs de Normandie va développer également un plan d'action en faveur de la préservation de la nature. Il comprend 4 axes principaux: la plantation des haies, la restauration des mares et des zones humides, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et le développement des ORE. L'OFB et la FNC nous soutiennent financièrement dans cette démarche vers l'éco-contribution, mais pour notre département, le pôle réseau constitue donc le levier incontournable et irremplaçable pour assurer l'animation de qualité dont on vous a parlé tout à l'heure. Pour conclure, je rappelle simplement que notre réseau d'adhérents est quand même irremplaçable. Aucune structure ne dispose d'un tel vivier pour assurer la gestion environnementale des territoires ruraux. Pour les territoires agricoles, si l'on prend uniquement en compte les territoires des groupements d'intérêts synergétiques de notre département, nous comptons près de 2000 adhérents de fédérations sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Pour les zones humides, nous pouvons y ajouter plus de 2500 adhérents. Vous voyez que ce réseau, avec votre soutien et nos compétences, nous sommes à même de mobiliser l'intérêt général aux côtés des autres acteurs. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Encore merci à toutes et à tous. J'espère que vous porterez à Paris, au-delà du périphérique, ce que l'on fait modestement en Seine-Maritime.